Maintenant, on va passer à la discussion sur les opportunités du numérique et la façon que ça change notre façon de travailler. Il y a des personnalités d'antenne, on a déjà présenté Samuel, qui sont présentes et on va les inviter à participer à une discussion où on va explorer les opportunités de l'ère numérique pour les contenus illimités et la place du radiodiffuseur public dans ce contexte en constante évolution. Et on va pouvoir, à travers cette discussion-là, en apprendre davantage sur les initiatives de Radio-Canada CBC pour aller chercher des nouveaux publics, pour faire les choses différemment, évoluer avec le temps. Alors, dans un contexte là, de connectivité constante et de sources de contenu illimitées. It is an interesting group of people, and we had the opportunity, the privilege, in fact, to sit there in the green room and speak to them. They work in different media, they work in different cities for the CBC, and when you get a group like that together, you have discussions on serious topics like, well, what did we talk about? Whether Saint-Hubert or Swiss Chalet were better chicken, right? That was that actually got a little ugly, that conversation. And also we had an equally heated debate on whether you swipe left or swipe right on Tinder. Yeah. We don't know what the answer is to that. We don't know Tinder. On ne connaît pas l'application Tinder, alors on ne sait pas. Puis, il y avait quelqu'un dans le groupe qui semblait connaître l'application, mais qui ne voulait pas vraiment l'avouer. Alors, on va commencer nos présentations avec celui qui est venu de plus loin pour participer à cette discussion. Vous le savez peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui a commencé à Radio-Canada Atlantique, Jean-François Bélanger, mais depuis 2014, il est correspondant à Paris, mais il a bourlingué à travers le monde. Il a été correspondant en Afrique, à Moscou. Il a couvert toutes sortes de crises, que ce soit à Haïti, au Sri Lanka, en Afghanistan, la bande de Gaza. Vous avez vu ces reportages au téléjournal. Alors, j'inviterai Jean-François, qui est maintenant correspondant à Paris, à venir nous joindre sur le... Bienvenue, Jean-François. Merci. Depuis son arrivée à Radio-Canada en 2013, Karine Godin a fait toutes sortes de choses. Elle a été journaliste, rapidement animatrice du téléjournal Acadie de week-end, où elle s'occupait aussi des affectations des journalistes et des équipes web et radio. Elle a demandé de retourner sur le terrain parce que ça lui manquait. Elle nous amène toujours des bonnes histoires, des nouvelles histoires. Elle est très inquisitive et curieuse et elle nous amène toutes sortes de choses. Karine, bienvenue. Vous pouvez lire, voir et entendre ces histoires sur toutes nos plateformes de Radio-Canada Acadie. And I'd like to introduce our colleague from CBC New Brunswick from the Supper Hour News, Harry Forrestel, originally from St. John, New Brunswick, and he has traveled the world representing this corporation, including as a business reporter based in London, filed for the National many, many times, and those of you who are in New Brunswick who watch CBC see him each evening at 6 o'clock. Harry Forrestel, join us, please. Samuel Chiasson, qui est maintenant l'animateur de Méchantes soirées, mais aussi Méchantes journées, qui est un animateur radio depuis plusieurs années à Radio-Canada. Il a fait toutes sortes de choses. Il a animé la série Les Numéricains, qui nous amenait vraiment dans le monde web, dans l'Internet, comment ça change la vie des gens. Et qui est, même s'il n'est pas si jeune que ça, notre lien avec les jeunes, parce que les jeunes lui parlent, s'identifient à lui. Samuel Chiasson, viens-t'en. And we'd like to welcome Sonali Karnik, who is the host of All in a Weekend on CBC Radio 1, as well as Our Montreal on CBC Television in Quebec, reporting locally and nationally on all kinds of major sporting events. She's promising not to check her phone repeatedly if this extends into the beginning of the World Cup game, as Canada, as you said, we've predicted will win tonight against Team Europe. And among her many experiences covering big stories, one that will be of particular interest tonight, given the nature
of our conversation is being in Rio, covering the women's soccer team, and getting incredible feedback. You said instantly, almost. In fact, when you sent out digital tweets and that sort of thing. So very germane to what we're going to be talking about this afternoon. So join us, please, Sonali. Alors, chers collègues, bienvenue. Merci de participer à cette discussion. Et puis, comme il est le premier, celui qui est venu plus loin... Alphabétique. Parole d'alphabet Bélanger, ouais. Jean-François, on va entrer dans le nœud du sujet. À l'ère de ces contenus illimités, où est-ce que les gens s'informent de plus en plus sur Facebook, toutes sortes de sites où on ne sait pas exactement si c'est bien vérifié, tout ça, quelle est la place et la pertinence de Radio-Canada CBC dans ce monde-là? La réponse est multiple à cette question-là, parce que dans les faits, c'est un défi auquel on est confrontés tous, parce qu'on est vraiment dans un univers en profonde transformation. C'est vrai pour tout le monde des médias. Les journaux de presse écrite ont aussi des difficultés. Mais c'est aussi une occasion formidable de d'abord établir un lien nouveau avec les auditoires, parce qu'on a le retour qu'on n'avait pas avant. Avant, on faisait un reportage, c'était un petit peu une bouteille lancée à la mer. Et maintenant, on a ce retour-là. On peut corriger le tir en cours de route si on se rend compte que notre message n'a pas été bien perçu. Donc, c'est une formidable occasion, je trouve. C'est aussi, ça comporte des risques. C'est un défi nouveau aussi parce que, par exemple, à partir du moment où, d'abord, les médias sociaux, par exemple, c'est une source d'information pour nous. Twitter est toujours plus rapide parce que, on l'a vu à Nice, par exemple, avec les gens qui ont l'attentat de Nice du 14 juillet dernier en France. C'est les voisins, c'est les gens du coin qui ont été là les premiers, qui ont pu capter des images, les retransmettre en direct. Ça devient une source d'information pour nous. Ça impose un défi réel qui est de devoir vérifier la source d'information, mais c'est quand même une richesse, c'est qu'on a multiplié nos sources d'information. Ça ne nous dispense pas d'apporter notre traitement journalistique de cette nouvelle source d'information-là. C'est super important de le faire, mais c'est une source nouvelle. Mais c'est vrai que c'est aussi un médium formidable qu'Internet et les médias sociaux, et que oui, on peut diffuser maintenant en direct sur Facebook, par exemple, et joindre toute une nouvelle génération de gens, je ne peux même plus dire téléspectateurs, on peut dire internautes, mais ce n'est pas que internautes. Donc, il y a un lien nouveau. Mais le problème qu'on a, c'est que, et la question réelle, c'est qu'à partir du moment où tout un chacun peut décider de diffuser, c'est-à-dire que mon voisin peut décider d'être sur Facebook Live ou sur Periscope Live et de diffuser un événement, les gens peuvent se poser la question, oui, mais à quoi ça sert Radio-Canada? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu apportes de plus? Justement, c'est qu'au moment où il y a une multiplication des sources d'information, je pense que les gens ont besoin de repères. C'est-à-dire que c'est un peu comme un bateau qui est sur les flots, qui se fait un peu malmener au milieu de la tempête. On a des vagues d'informations, il y a trop de choses. Les gens sont parfois un peu submergés par trop d'informations de sources différentes. Et je pense que Radio-Canada est plus que jamais essentiel, parce que Radio-Canada est un phare au milieu de la tempête. Radio-Canada ne change pas, oui, change dans la façon de faire le métier, dans la façon de transmettre l'information, mais nos critères journalistiques, notre rigueur journalistique ne change pas. Et au moment où on est confronté à des nouvelles générations de gens qui sont perméables aux thèses conspirationnistes, les sites complotistes et tout ça, et les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment croire? Est-ce qu'il y a plus qu'une réalité? Qu'est-ce qui est vraiment la réalité? Est-ce qu'il n'y a qu'une vérité? Je pense que c'est extrêmement important que Radio-Canada soit là pour être un phare, pour être un peu une boussole, pour montrer le Nord et continuer de montrer le Nord, parce qu'on doit, je pense, encore plus que jamais demeurer une référence dans la vie des gens. Il y a clairement une carence importante dans le monde actuellement. On est en plein... il y a une carence de discernement. Je trouve que les gens vont prendre la première ligne d'une nouvelle et tout de suite s'imaginer que c'est vrai. C'est pour ça que c'est important, ce logo-là, qui avant on l'appelait la pizza de Radio-Canada, mais j'aime beaucoup mieux l'image du phare, parce que c'est effectivement ça maintenant. Aussitôt qu'on voit le logo de Radio-Canada, puisqu'il n'y a pas de discernement, faut qu'on s'assure que les gens puissent nous faire confiance, puissent se fier à ce qu'on leur dit, à ce qu'on leur rapporte. Et c'est pour ça que le logo va devenir de plus en plus important, parce que lorsqu'on voit le logo, qu'on voit que c'est Radio-Canada, tout de suite, on peut s'y fier. Ça va être
très important avec les médias sociaux au cours des prochaines années. Of course, Jean-François, what's happening now is the next time there's a big event we're going to watch you on Radio-Canada, and I'm going to watch your neighbor on Periscope, and we're going to compare and see who does the more interesting job. Sonali, you were talking to us in the green room about your digital experience covering the Olympics in Rio. Talk a little bit about that. Well, it almost changed the way that I reported because we wanted to get everything out first to social media so people could see it, and then on your newscasts or on the website you'd see the story, the report that I was putting together. Well, you know, some of those games, and all of them that I covered were exciting, the ones that I were at, and so that's what you wanted to see. So luckily, we have a great digital team that was able to tweet out or put out on Facebook those moments of the games that were the most exciting. So I'm not sitting there describing the game and missing the game in front of me. I'm not describing what's going on and missing this. So I could actually focus on the story and the journalism and the game. And I was able to get out those exciting moments. And with the team that we had together, we were able to get the interview clips after the game, push them out to all the stations, to everyone, so they would all have access as soon as the game was over. So once those were out, people were reacting. I mean, you saw Coach John Herdman, after Canada won the bronze medal, who was just exhausted and speechless, and with that fantastic sort of very British thing that he said, we're buggered, they're buggered, but at least we won. And that was something that everybody got to see, like, live. It was broadcast live in the mix zone where we get to talk to the players after the game. And that helps me afterwards form my story. So this has already been out there. How do I present this story to you now? So it changed the way that I think of how I'm putting things out and the information that you probably already have seen or that you already have access to. It was a great help to us, actually, and it really helped just my thought process of what you want to hear and what you want to see now. You want something new. You don't want to hear what we already just put out there. So it really just changed everything about the way we work. It's really about closing the gap between the consumer of media, the consumer of information, and what we do in our day jobs. Closing the gap and opening the process so that people can not only see how the news is put together, how we do our jobs, but can actually help us and take part in it. A few years ago, we launched the Breaking News Desk on Newsworld, and I was the first breaking news reporter in that modified role. And I described it as being like building a watch. You look at a watch, you can tell the time. You open the back of it, you can see what drives the hands. It's a far more interesting view. And we were trying to do that with the Breaking News Desk at Newsworld to bring viewers into the process so they understood the decisions we made, the editorial decisions we made, and the steps we took to get to that final story that you would see on the National or on your evening news. In a similar way, social media and our interaction with viewers has allowed them to take part in the process of developing stories and to tell us what they want to hear, the questions they want asked. We had our provincial premier take part in a radio interview for an hour and a half this week that was broadcast on Facebook Live. So we were able to accept questions from all across the province and let voters and New Brunswickers ask the questions of the premier and demand the answers. So it's made for a much richer environment as a journalist to work in. Karine, Jean-François parle du phare, et puis Sonali parle de comment les médias sociaux et la réponse immédiate changent sa manière de travailler comme journaliste. Quand on veut garder la rigueur, qu'on travaille sur plusieurs plateformes, il y a la rapidité, tweeter, tout ça. Comment on fait pour garder sa rigueur dans un contexte comme ça? Parce que c'est certain qu'on veut toujours, en tant que journaliste, en tant que média, en tant que Radio-Canada, être les premiers, être les plus vite. On est là, mais comme Jean-François le disait, il y a toujours une vérification qui doit se faire. Et comme Samuel le disait, le logo de Radio-Canada vient servir à ça. On vous promet avec ce logo-là que nous, on a fait notre partie du travail. On est allé vérifier ce qu'on a mis sur les médias sociaux ou ce qu'on a mis à la radio, ce qu'on a dit à la télévision, bien, ça a été vérifié. Puis justement, les médias sociaux, ça
amener cette rapidité-là. Puis on nous demande de plus en plus. Hein. Ça fait partie de nos affectations le matin, autant qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Ben, ce soir, c'est un reportage télé, mais aujourd'hui, on nous dit ben, il va falloir tweeter, on veut une présence sur les médias sociaux, il va y avoir des directs à la radio, il va aussi avoir un reportage en fin de journée. Donc, nous, dans tout ce processus-là, où ça va quand même assez vite, dépendamment de l'événement qu'on a à couvrir, ben, on doit s'assurer toujours que ce qu'on rapporte, ben, c'est la vérité. On a des normes à Radio-Canada, à Acadie, Radio-Canada aussi, CBC. Donc, les normes et pratiques journalistiques qui sont accessibles à tout le monde, puis que ce soit un tweet, que ce soit sur Facebook, Instagram, on doit toujours respecter tout ça. Donc, c'est de cette façon-là que nous, je crois personnellement, on doit toujours revenir à la base. Et même si parfois certaines personnes aimeraient qu'on soit plus rapide, on a le travail qui doit être fait au départ. Donc, c'est ce qui est l'important dans tout ça, de toujours se reposer ces questions-là puis d'amener cette réflexion-là. Moi, j'ai travaillé en anglais et en français à Rio. Comme je suis élevée à Québec, je parle anglais et français presque également bon. Mais je n'étais pas certaine toujours quand j'envoyais un tweet que c'était correct, que je disais la grammaire qui était parfaite pour ce tweet. J'ai fait une faute. Il y a quelqu'un qui m'a dit hey, faire attention à ça. On a de la qualité ici à Radio-Canada. Puis moi, ça m'a vraiment touchée. J'ai dit, puis c'était le seul moment où je me disais, comme out loud to myself, be first, but be right. Mm-hmm. Et après ça, j'ai toujours consulté quelqu'un pour savoir si c'était correct. La plupart des fois, oui, c'était correct, là, mais on doit toujours vérifier des choses comme ça. Because you do want to be first, but you need to be right. And those are practices that we are integrating more and more as we are depending and using social media more to get out news and information. You have to. There is no choice. We aren't going to be wrong. We don't want to be incorrect. We don't want to misrepresent. And that's something that we are still working very hard at when we're trying to get out stories and news. C'est drôle parce que du côté des variétés, c'est un autre ensemble de problèmes complètement. Nous autres, c'est pas à propos d'être les premiers. Avant, le public cherchait activement pour du divertissement. Il savait où étaient ses émissions, il allait les trouver, il allait s'intéresser à quelque chose, il allait le trouver activement. Maintenant, c'est le rôle de celui qui fait du divertissement ou de la variété d'aller chercher son public, de se frayer un chemin à travers l'offre incroyable qu'il y a. Donc, c'est un peu j'aime ça appeler ça le problème du chat qui joue du piano. Parce qu'une vidéo d'un chat qui joue du piano, c'est de la féroce compétition à l'heure d'aujourd'hui. Donc, nous autres, il faut trouver un moyen de se rendre. Et c'est très vrai, là. On se bat contre des choses qui sont totalement insipides et ridicules, mais c'est comme ça. Et moi-même, des fois, je regarde des chats qui jouent du piano, c'est comme ça. Il faut trouver un moyen de se rendre, mais de se rendre là avec toujours ce souci de qualité radio-canadien. Donc, et en plus, avec les médias sociaux, notre public veut apprendre à nous connaître, il veut constamment être interpellé, il veut qu'on lui en donne, qu'on développe une relation presque personnelle avec eux autres. Mais en tant que Radio-Canadien, il faut savoir établir les limites. Et ça fait encore une fois partie de porter ce logo-là. Ce qui est important, je pense, c'est que se rappeler d'une chose, et on en est très, très conscient, c'est que les gens, il y a un double standard. Et c'est vrai que les gens sont extrêmement exigeants envers Radio-Canada, oui. Probablement plus qu'ils le sont envers les médias privés. Et ils ont raison de l'être. On nous rappelle toujours, c'est nos taxes qui paient ça. Mais la réalité, c'est que oui, on doit être un standard comme la BBC est un standard en Grande-Bretagne. Et en fait, et nous-mêmes, je pense que cette contrainte-là qu'on s'impose, nous aussi, nous oblige, nous condamne quelque part à l'excellence, mais c'est une bonne chose. Oui. C'est essentiel parce que les gens sont exigeants, ils ont raison de l'être. Puis nous, du coup, en ricochet, c'est vrai qu'on est extrêmement exigeants envers nous-mêmes. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours travaillé avec des gens qui sont des passionnés, mais qui sont des perfectionnistes aussi. Et puis, on se rend compte que les gens eux-mêmes, les artisans eux-mêmes mettent la barre très, très haute. C'est important de le faire, de continuer de le faire. Et sinon, on se le fait reprocher assez rapidement, justement, aussi avec les médias sociaux. Donc, suffit d'avoir fait une petite erreur, on se le fait dire, puis ça, on apprécie ça aussi. Donc, il y a cette rétroaction-là qui va avoir, que ce soit pour nous signaler quelque chose, peut-être une nuance, peut-être autre chose, mais aussi les gens vont nous envoyer, moi,
auparavant, disons, les messages par courriel ou encore par téléphone, j'en reçois de moins en moins. Les gens vont m'écrire sur Facebook, vont m'écrire sur Twitter, justement pour me dire, il y a peut-être une bonne histoire ou tu vas peut-être t'intéresser à ça. Donc, je pense que cette rétroaction-là et cette correction-là et cette rigueur-là que le public nous demande, là, on l'a encore plus directement avec les médias sociaux. Parce qu'il faut toujours, je suis désolé, Sonali, il faut toujours s'ajuster rapidement et en vérité, je veux dire, ça peut être extrêmement frustrant des fois de faire de mettre du temps, de faire de l'écriture, de penser, on a tous les éléments qui vont faire de ça une vidéo virale qui va vraiment attirer les gens. Tu le mets sur les médias sociaux, tu as 50 visionnements, puis là, tu te bats contre quelqu'un qui tombe en bas d'un arbre et qui a 200 millions de visionnements. Mais c'est constamment ça aujourd'hui. On le sait tout de suite, ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. Il faut s'ajuster à cette rétroaction-là. And it's not that it takes a long time to do that sometimes. I mean, if you watch the games and you saw a reporter speaking after an event, maybe putting together a story after an event, they sometimes maybe had about 5 minutes to do that. And that was the case for me. There was one game where we had to meet our deadline. We had no choice. So I didn't even write anything down. I stood in front of the camera. I knew what the interviews were that were in the story. I did it in under 3 minutes, and it was sent. I think I did under 2 minutes because we clocked it because it was a record. And it was sent. But even in that time, we still had to make sure that what we were doing was right and what we were doing was correct, so we can push it to all these platforms and not be trolled, as they say. What I've enjoyed most, I think, is the challenge from viewers and from consumers of media through social media to us as reporters about perhaps our perspective on a story, about wherever inaccuracies might exist in a story. There is an anger out there. There's a willingness to help, in a sense that New Brunswickers have something to share with us, have something to tell us about. So, the most dramatic effect I've found with the reliance on social media as a reporter and as the host of a television program is how many people are able to get to us to share their stories, much more so than before, where someone would have to actually come into the shop or know a reporter to get their phone number and call them up. And now we get tips on stories from Facebook and through social media in ways that we weren't able to before. So again, I come back to closing that gap between the consumer and us on this stage and improving our ability to reach out to people and have people reach out to us so that we're able to tell their stories that we might otherwise have missed. Oh, no, go ahead. Le défi, juste rapidement, qui se pose à nous dans ce cas-là où on a une rétroaction immédiate et que l'on sait ce qui génère du clic, ce qui fait plaisir aux gens, c'est qu'avant, Radio-Canada imposait une espèce d'agenda des nouvelles. On exprimait, on exerçait notre jugement journalistique. On disait, voici ce qui est important, ça c'est un petit peu moins important. Et le menu du jour du téléjournal était basé sur ce qu'on pensait qui était important comme information pour les citoyens, pour faire de la population une population éclairée et lui donner les clés pour prendre les décisions essentielles, comme par exemple au moment de voter dans une élection, des choses comme ça. On est confronté à un nouveau défi au moment où les gens choisissent eux-mêmes ce qu'ils consomment et on voit que les gens ont tendance à cliquer sur ce qu'ils aiment et donc ils vont se faire servir de plus en plus ce qu'ils aiment déjà avec les algorithmes de Google et de Facebook, par exemple. Et nous, on est dans ce cadre-là. Et notre défi à nous, c'est oui de leur donner un petit peu de ce qu'ils aiment parce qu'il faut rester en contact avec la population, mais il ne faut pas ne leur servir que ce qu'ils aiment. C'est-à-dire que si à un enfant, on lui sert toujours juste du spaghetti meatballs, ben, à un moment donné, il ne va jamais apprendre autre chose, puis il ne va jamais apprendre à savoir que peut-être que du brocoli, c'est bon au goût, c'est bon pour sa santé. Donc, le défi, c'est de trouver la manière de faire plaisir aux gens avec des vidéos de chats, mais aussi de leur fournir de l'information qui est importante pour eux. Et c'est ça le défi auquel on est confronté. On n'est pas seul, mais je pense qu'encore là, la barre est encore plus élevée dans le cas de Radio-Canada. On est condamné à l'excellence dans ce domaine-là aussi. I think that's called the siloing effect, right? When you're in a silo, you've chosen your silo, you know what you like, and all you're seeing and consuming is what's inside of your silo. But it is a huge challenge, Jean-François, to figure out how to get into that silo and to introduce other things.
things sure have changed in a generation. I was just thinking back, I'm staying with my parents in Sackville, and so I'm thinking back to what it was like when I lived there in the 1980s. And I had friends who got the Moncton Times in the morning, and some people got the Moncton Transcript in the afternoon, because you wanted to update your news every 12 hours or so. And it seems like a long time ago, because it was a long time ago. I have my phone in my hand for two reasons. First of all, to remind the people who are watching online across the country that you can email your questions into us, and the email address for the English questions is apm@cbc.ca, or you can tweet us at #CBCAPM. And en français? C'est pour le courriel, c'est apa@radio-canada.ca, et sur les plateformes Facebook, Twitter, Snapchat ou Instagram, c'est le mot-clic RCAPA. I also have my phone in my hand because I'm just writing a note to myself to boost the ratings next week. Apparently, cats playing piano is what I need. So Cats doing anything. we're doing, Okay, so next week piano, and then maybe xylophone the week after. So those news network ratings are going to be through the roof. It's going to be outstanding. So we've been talking here about how social media gives us feedback, for example. It allows us to go very quickly and also to be careful. And we touched on something that I want to ask all of you, or any of you who want to talk about this a little bit, and that is how the digital age and social media doesn't have to be something separate and different from what we're doing. And that for me, with a program on CBC News Network, I think back to last December, there was an earthquake, a small earthquake, but pretty significant. It literally woke me up late one night around December 28th, I think it was. And the first thing I did is I turned on the TV. But because it was late at night, none of the TV stations had yet gone live with it. So I went to Twitter. And Twitter can be imperfect in many ways, but it's a great tool for people to report something like, I felt an earthquake, here's how it felt. And then we rushed down to the studio, fired up the machines, and started. You can see how technical I am. We fired up the machine. Somebody did something somewhere, and I was on the air. That's all I know. And so, BlackBerry in hand, and yes, I have a BlackBerry, and I'm proud of it. So BlackBerry in hand, and simulcast on the radio, and listening to our audience and asking them to send in pictures. And one of the few pictures we had of the earthquake was one of our producers in Ottawa, who was able to access her security camera footage in her home in Vancouver, and then edited it online and then sent it in to us. I mean, that's the world we live in. And so you can integrate the digital into what we do. So Harry, you are sort of do the work closest to what I do in the Supper Hour News here in Vancouver, in Fredericton, and others can speak about it as well. But how do you see the integration of digital into what you do each night? Well, it's been a real challenge because as a TV host, as I am now, there's been a reversal of the hierarchy as we've traditionally enjoyed it. For the past 30 years, when a newsroom decided what stories it was going to cover and how it was going to cover those stories, the first thought was, well, what are we going to do for TV? And then there would be this trickle-down effect to radio. Well, that's been flipped on its head, and certainly not unjustifiably, because social media is so fast now that our first reach has to be online. And that means that TV, in a sense, is almost a secondary thought or a tertiary thought. And it's difficult, as the host of a show, to cope with that on a daily basis. You always want to be on the show that's driving the coverage agenda. So what it means is I rely heavily on my digital colleagues. We converse throughout the day on what's moving on digital and what is going to be, where the story is going to progress to, how it's going to advance through the course of the day, so that by the time 6 o'clock comes on, there is a new story or a new presentation of a story that may have been traveling throughout the day. What we're finding is that social media are very good at describing the what happened, who was involved, the fundamental facts, but not so good necessarily at explaining the why. So for us in TV, where it's on at 6 o'clock, it is very much appointment viewing, which is less and less common these days. But we draw people to our program by trying to answer the why. Why is this story important? Why does this matter to you?
and to garner some of that trust that viewers have had in programs, supper hour programs, for the last few years, that if they do tune in, they're going to find out what's most important in their community. We're still working on integrating more thoroughly the digital side into our programs. And I think all the supper hour shows, we had a meeting just last month in Toronto of all the supper hour hosts across the country to talk about this struggle of, in a sense, having been on top, but now being a little further down the stack of imperatives during the editorial debates of the day. And we're finding that we have to be more aggressive in terms of incorporating digital media and digital coverage into our daily programs. So it's a challenge. But, you know, I mean, it's much the challenge that newspapers and radio went through in the late 50s, early 60s, when this wonder box appeared in the world that could telegraph photo images to people's living rooms, and the advent of television. It was a similar challenge. That's where we are now. And how we go forward in the next few months and few years is going to be really imperative in terms of keeping those audiences interested in what we're doing and trusting that model that we see on the floor. Ben, justement là-dessus, j'aimerais aller à la prochaine génération parce que Harry dit que la télé est de moins en moins prioritaire. Les jeunes sont de plus en plus déconnectés à la télé, mais très connectés par ailleurs, les téléphones, l'Internet et les tablettes. Samuel, vous avez beaucoup parlé aux jeunes. Ouais. Quelles sont vos idées sur comment aller les chercher pour les amener au phare, mais ouais. aussi pour savoir ce qu'ils veulent et comment on peut échanger avec eux puis les amener? Je pense qu'on on se dirige vers... on a une piste de solution qui s'en vient, c'est vraiment de leur donner la place, de leur donner les outils, de leur donner la chance de s'exprimer et de s'exprimer à leur façon. Parce que c'est pas vrai qu'on ne discute pas, on jase pas, on n'analyse pas comme les jeunes vont analyser. Ils le font très bien, mais ils le font à leur façon, dans un vocabulaire qui leur est propre et d'une façon qui leur appartient. Ils sont tellement habiles à être concis, à être précis, parce qu'ils sont habitués de faire des vidéos de 15-20 secondes, ils sont habitués de raconter une histoire avec des photos sur Instagram, ils utilisent des médias sociaux que nous autres, les dinosaures, on ne connaît même pas encore, et c'est vrai, j'en ai appris, je parlais à ces jeunes-là, puis je me disais, bon, j'ai aucune idée de quoi tu me parles, assis-toi, explique-moi c'est quoi ce site-là. Et à chaque fois, j'étais étonné, surpris de savoir comment ça va beaucoup plus loin. Si vous pensez que Facebook, c'est la chose la plus merveilleuse au monde, non, c'est un dinosaure. Facebook, c'est vieux. Il y a Facebook Live qui est en train de sauver tout ça. Mais les jeunes sont complètement ailleurs et racontent les histoires à leur façon. Et nous, ça fait partie du défi. Il faut apprendre à raconter nos histoires de différentes façons. Il faut savoir ça, et c'est vrai en création, et c'est vrai aussi en journaliste. Ça, c'est une bonne histoire pour la télé. Ça, c'est une bonne histoire pour le web. C'est une bonne histoire pour tels médias sociaux. Il faut apprendre à raconter différemment, avec différents rythmes, avec différents vocabulaires. Et ça s'en vient tranquillement, pas vite. Il faut continuer à jaser avec ces jeunes-là et leur donner la chance de nous éduquer. C'est un peu drôle de dire ça, mais il faut laisser les jeunes nous éduquer. Je pense que si je peux donner un élément de réponse à la question que je me posais moi-même tout à l'heure, comment intéresser les gens qui vont cliquer sur des vidéos de chats et les intéresser à ce qui est essentiel, je pense que Samuel a pointé un élément de réponse et j'ai envie d'ajouter à ça. Je pense que le choix des histoires qu'on raconte doit être le même parce que ce qui est important, ça reste la même chose. Après ça, c'est le comment on raconte l'histoire, c'est ça qui est le plus important. Et je pense que moi, la recette que j'ai toujours appliquée, puis je pense que c'est celle qui marche toujours, c'est un classique, les gens sont intéressés à l'aventure humaine. On ne s'intéresse pas à des chiffres. Si je parle, par exemple, d'un sujet que j'ai beaucoup couvert, moi, au cours de l'automne dernier, la crise des migrants à travers l'Europe, si on couvre la crise en racontant ça avec des statistiques, avec des chiffres, en disant 1 million de migrants qui ont traversé des pays à travers l'Europe pour arriver en Allemagne, et qui 1 million de personnes, on a beaucoup de mal à imaginer à quoi ça ressemble 1 million de personnes sur la route. Mais si on dit qu'il y a un camp de réfugiés qui accueille 200 000 personnes, on a du mal à voir à quoi ça peut ressembler, un camp de réfugiés avec 200 000 personnes. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est, mais à quoi ils ressemblent, ces gens-là? Qui sont-ils?
Et donc, c'est le choix de raconter l'histoire de la famille. C'est Mohamed et c'est sa femme Fatima. Et puis, on décide qu'on choisit une personne, une famille, puis on raconte l'histoire à travers ces gens-là. Et puis là, tout à coup, on met des visages sur un drame qui était anonyme jusque-là. Au lieu d'avoir une vague de migrants un peu informes sans savoir vraiment qui ils sont, bien, on présente des gens. Puis on fait des choix, oui, mais on raconte une histoire humaine. Et puis je pense qu'à ce moment-là, quand on fait ce pari-là, le pari, il est gagné presque à tous les coups parce que forcément, on s'intéresse et on va ressentir de l'empathie pour des gens qui finalement nous ressemblent. C'est plus une menace, ce flot de migrants-là, c'est des gens comme nous qui aspirent aux mêmes choses que nous. C'est des parents qui veulent mettre leurs enfants à l'abri, qui aspirent à la même chose pour leurs enfants. Et là, tout à coup, oui, on vient... la communication est établie avec notre auditoire, puis, et puis je pense qu'on en a eu... on a vraiment ressenti, moi j'ai ressenti en tout cas que mon rôle était important quand je couvrais la crise des migrants, qui était à l'autre bout du monde, mais les gens ont compris que ça avait un impact dans leur vie et que même si on était en pleine campagne électorale au Canada, qui habituellement prend toute la place dans un téléjournal, ben nous, en pleine campagne électorale, ben c'était des reportages sur la crise des migrants qui ouvraient le téléjournal parce que les gens ont compris. Puis on a gardé le même agenda, la même hiérarchie de nouvelles, on trouvait que c'était important. On a eu le courage d'ouvrir des téléjournaux avec ça, puis les gens comprenaient que c'était important. Et puis je peux vous dire que l'auditoire a suivi. Les gens ont visiblement senti que c'était important, cette histoire-là, puis ils en redemandaient encore et encore. Et au niveau local aussi, je pense que cet exemple-là peut s'exporter vraiment partout parce que nous, au Téléjournal Acadie ou sur le web ou à Radio-Canada Acadie, les histoires qui finissent par changer, que ce soit les politiques publiques ou même le cours des choses, ou les histoires qui touchent vraiment les gens, ce sont des histoires où on a quelqu'un qui incarne justement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi une problématique, ou encore quelqu'un qui vient nous raconter son histoire qui est très personnelle, que ça peut être une histoire vraiment unique, mais finalement, il y a bien des gens qui vivent exactement la même situation. Donc, comme Jean-François le disait, on aurait pu la raconter, cette histoire-là, avec des chiffres, on aurait pu la raconter avec des diagrammes, mais finalement, c'est d'entendre cette personne-là nous raconter qu'est-ce qu'elle a vécu dans une situation qui fait en sorte que, finalement, il y a bien des gens qui vont être touchés, puis les politiques publiques, ensuite, vont aller dans la même direction. Well, I think we're talking a lot about a visual media, but there's also a lot of audio that is, becoming more, digital. Look at what CBC's done with podcast over the last few years. It's been hugely successful for CBC. I was told there was an intern that worked with us about 5 or 6 years ago, probably maybe even longer than that, probably I think 8 years ago. And he was working with me, and he wasn't very happy about it. And I asked him why. He said, "Well, radio's going to die anyway." And I'm still waiting. So I still have a job, but it's not, because we're finding new ways to reach people, and because of this on-demand society where we are in an age where we can get whatever content we want whenever we want, podcasts answer that, and they're hugely popular. Look at NPR's podcasts that have had so much success as well. So we're not just talking about visual media when we're talking about digital media, it's also the audio that we are doing really well at and that we continue to invest in, that actually, and it's a lot of fun and a pleasure to work on for those kinds of things. Well, thank you very much. When you think about it, it's from radio to television to digital, from sports to entertainment, from refugee stories to stories in New Brunswick. It is still about the message, even with the new media, right? And it's about a message that Radio-Canada, CBC can tell, and that we can live up to the brand that we've all helped create, and it's really important to us. So thank you very, very much for being part of this conversation. It was fascinating for me. We still did not answer the Saint-Hubert Swiss Chalet question. We'll do that after. We know the answer. But thank you very much.